Alors, bienvenue à ce 7e épisode de la balado. Fred Savard avec vous. Un épisode qui va être... qui a été construit en deux parties. La première partie, j'ai reçu une invitation d'un OBNL qui s'appelle Projet Collectif et qui avait envie de poursuivre la réflexion sur la mobilisation des connaissances parce qu'eux, dans le fond, font la même chose, mais dans un contexte plus citoyen. Alors, c'est un partenariat que j'ai fait avec eux. J'étais assez intrigué parce qu'ils sont beaucoup dans les savoirs ouverts, en fait. Ils essaient de répandre cette bonne nouvelle, si on pourrait dire, citoyenne, d'accroître, en fait, les savoirs ouverts dans à peu près toutes les sphères de la société. Ils ont organisé une journée des savoirs qui se déroulait à Montréal. Jeudi, je suis allé faire un tour avec mon enregistreuse. J'ai rencontré des gens aussi. Et ça va être donc la première partie de l'épisode de cette semaine. C'était vraiment intéressant parce qu'il y avait... la journée était divisée en plusieurs séances. Je vous donne des exemples. Il y avait un atelier qui s'appelait Rêver ensemble, savoir et perspectives féministes, bibliothèque publique et démocratie, le fanzine, outils de diffusion et de mobilisation des savoirs, la pensée visuelle, effet de mode ou changement de pratique. Il y avait vraiment cette idée de démocratiser les savoirs ouverts. Vous allez voir, on en parle. Moi, je ne savais pas du tout c'était quoi, là. Alors, on va vraiment réfléchir et écouter ceux qui ont les deux mains dedans. On va retrouver des concepts qu'on avait déjà abordés dans d'autres épisodes de la balado. Alors, il y a quelque chose qui était vraiment naturel, que je m'arrête à penser et à aller voir un peu ce que font les gens de Projet Collectif. Et j'ai même appris, vous allez le voir à la fin, de plus en plus, la balado s'inscrit dans cette idée des savoirs ouverts. Alors, donc, c'est ça. C'est la première partie. Et la deuxième partie, on retrouve God Lorando pour sa chronique. On a discuté ensemble. C'est drôle parce qu'à la fin, on a fini d'enregistrer puis on trouvait que c'était une chronique qui sonnait comme celle qu'on faisait un peu pendant la pandémie, dans le ton, en fait. Puis c'était bien bon, bien agréable. Alors voilà, c'est ce que je vous propose. Vous allez voir, j'ai essayé des affaires sur le plan de la réalisation parce que c'est ça, je me suis promené à la journée des savoirs ouverts. Fait que je pouvais être là juste l'avant-midi, fait que j'ai pas pu parler à des gens qui donnaient des ateliers, mais j'ai quand même capté des bribes. Alors vous verrez, je pense que ça va sur le plan sonore, donner une idée de ce qu'était cette journée des savoirs ouverts. Alors voilà, j'en dis pas plus et je vous souhaite un excellent épisode et je vous retrouve à la toute fin pour vous offrir une chanson qui va avoir un rapport direct avec un des sujets abordés par Godefroy. Alors voilà, bon épisode tout le monde. Vincent Chapdelaine, Joël Nadeau, bonjour. Bonjour. Nous, Vincent, on s'est déjà croisés dans une autre vie. Ouais. Vous étiez dans d'autres projets. Vous êtes un entrepreneur Je me suis beaucoup défini comme un entrepreneur social, comme un bibliothécaire. Oui, c'est votre formation. Oui, tout à fait. J'ai étudié en physique et en sciences de l'information et je réalise différents projets depuis une vingtaine d'années qui ont tous en commun d'être des projets collectifs. Ouais. Mais là, depuis 3 ans, je suis cofondateur et co-DG avec Joël, ici présent, d'un organisme qui s'appelle Projet Collectif. Joël Nadeau. Je viens de l'Estrie, j'habite en ruralité où je suis conseiller municipal aussi accessoirement, mais effectivement cofondateur de Projet Collectif à la co-direction. Ouais. J'ai été dans le numérique avant, dans le développement rural. Vous promenez. Voilà. On va dire où vous êtes conseiller municipal parce qu'on est déjà allé à la balado. C'est à Saint-Camille. Oui. Une communauté qui est très vivante. Ouais. Là, en fait, Vincent, vous m'avez contacté parce que l'ajout de la mobilisation des connaissances l'an dernier avec les chaires de recherche universitaires, ça vous a titillé parce que Projet Collectif, c'est un peu ça, mais à l'extérieur du cadre universitaire. Est-ce que je résume bien ce qu'est Projet Collectif? C'est une partie de ce qu'on fait, effectivement. Projet Collectif,
on est dans le domaine de la mobilisation des savoirs, mais aussi dans le domaine de la collaboration ouverte au Québec. Puis pour nous, c'est très relié. Et effectivement, on travaille avec le monde universitaire, mais on est beaucoup aussi dans les milieux de pratique. Il y a une dimension citoyenne. Initialement, là, notre organisation est née d'un mouvement, d'une grande mobilisation citoyenne et de réseaux sectoriels dans plein de milieux, en environnement, en culture, dans le monde des communautaires, économie sociale. Puis, ce qui a mené à la création de projets collectifs, c'est des années de travail terrain de la part de GEL, de ma part, de plein d'autres gens aussi avec lesquels on travaille depuis des années. Puis ce qu'on observait, c'est que dans plein de milieux, il y a souvent du travail en silo, il y a des connaissances qui devraient circuler mieux, qui devraient être plus faciles d'accès, qui ne le sont pas. Puis nous, notre objectif, c'est de renforcer les capacités de ces milieux-là à avoir accès à des connaissances utiles pour leur travail. Donc, on pense à des professionnels en alimentation ou dans les milieux de la ruralité ou en habitation ou en environnement. Il y a plein de bonnes pratiques et de savoirs qui émergent du terrain, mais souvent, ces savoirs-là vont être consignés dans des guides, mis sur des sites web, circulés dans des infolettes, mais ensuite sont durs à repérer. Donc, nous, notre travail autour de la mobilisation des connaissances, au départ, c'était de faciliter l'accès à ces connaissances-là, mais aussi de simplifier la connexion entre les personnes, parce que les savoirs sont beaucoup des savoirs tacites que les gens ont de par leur expérience. Donc, c'est pour ça qu'on a tout le volet collaboration. En fait, ils n'ont pas le réflexe de les consigner quelque part. Puis c'est pas nécessaire de toujours les consigner. Là. Les gens sont occupés, ils n'ont pas le temps de tout documenter. Mais si quelqu'un cherche à transformer son église en centre communautaire, ben, comment elle va pouvoir entrer en contact avec d'autres gens qui ont fait ça dans d'autres villages au Québec? Ben, c'est le genre de... C'est-à-dire Pilou. Oui, par exemple. Non, parce qu'on était à Saint-Camille, c'était pas dans l'épisode, mais Pilou était là à Saint-Adrien. En fait, c'est le modèle qui sort tout le temps. Puis il y en a d'autres. Je fais une boutade, mais ça serait le fun qu'il y en ait d'autres. Il y en a plein d'autres. C'est ça. Puis une des choses qu'on fait, c'est de créer des espaces pour que les Pilous de ce monde se connaissent entre eux et puissent se repérer facilement. Donc oui, on est dans le monde de la mobilisation des connaissances, mais avec un angle très savoir expérientiel, savoir pratique, ce qui nous amène à travailler avec plein de centres de recherche puis le monde universitaire, mais surtout avec des organismes, des réseaux sectoriels, des institutions publiques, des municipalités, toutes sortes d'acteurs à travers la société. Joël, tu es impliqué politiquement à Saint-Camille. Saint-Camille, on a fait des blagues tantôt, mais c'est un milieu particulier où les gens ont envie vraiment de faire les choses autrement. C'est quand même pas un hasard, j'imagine, que cette idée-là de savoir ouvert, parce que c'est ça, en fait. J'imagine que c'est pas un hasard que ce soit un élu de Saint-Camille qui soit là-dedans. J'imagine. Non, mais c'est vrai. Je suis sûr qu'on vous pose souvent la question, qu'est-ce qui se passe là-bas? Mais quand même... Il y a un paquet de milieux ruraux au Québec, urbains aussi, des quartiers un peu partout, tu sais, où il y a vraiment un bouillonnement, il y a une mobilisation citoyenne, il y a des belles choses qui se font, des belles initiatives. Les gens se sentent souvent isolés dans ce qu'ils font, ils savent pas qu'est-ce qui se fait ailleurs, puis c'est difficile de savoir comment les choses ont pu se réaliser, dans quelles conditions, avec quelles ressources, avec quels moyens, tu sais, de quelle manière. Il y a justement des transformations d'églises ou des préservations des fois de services de proximité, sauver l'école, les projets maraîchers biologiques du coin ou peu importe, là, tu sais. Et puis, donc, le fait d'être en contact avec d'autres milieux, c'est important pour la survie de n'importe quelle communauté, en fait. Avant d'aller plus loin, là, on parle de savoir ouvert. Savoir ouvert, on connaît beaucoup le savoir partagé, qui n'est pas tout à fait la même chose. Est-ce qu'on peut peut-être juste tracer la ligne? Nous, quand on parle de savoir ouvert, on présente ça comme une posture sociale. Donc, dans le fond, l'idée, c'est de créer et avoir un rapport à la connaissance qui est dans une intentionnalité d'accès et de partage. Ça peut prendre la forme d'adopter des licences libres et ouvertes pour vraiment que le savoir puisse encore plus facilement circuler, être approprié par d'autres. Mais ça peut être ou simplement d'être dans une logique de mettre en accès libre, en diffusion le plus grande possible les connaissances qu'on produit, mais aussi de le faire en ayant en tête c'est qui les publics de nos connaissances, puis comment est-ce que les savoirs qu'on fait dans notre milieu vont pouvoir peut-être aider à d'autres milieux. Cette semaine, j'étais en discussion avec un groupe de
dans le bas du fleuve qui travaillent sur la question du vieillissement, puis ils ont fait un événement sur la co-création, en tout cas, comment créer des partenariats entre le milieu de la recherche, le milieu communautaire, puis les patients. Ouais. Puis, dans le contexte de leur événement dans le bas du fleuve, ils auraient pu créer plein de connaissances qui restent uniquement dans le bas du fleuve. Mais là, avec cette posture des savoirs ouverts-là, ça les amène à réfléchir, OK, mais comment nos apprentissages vont pouvoir bénéficier à des gens dans d'autres régions, peut-être même d'autres secteurs que le secteur du vieillissement. Des partenariats, recherche citoyens, il y en a dans tous les domaines. Donc, on essaie d'amener cette réflexion-là pour que, sans nécessairement produire plus de travail, le savoir soit produit d'une manière à être le plus largement accessible. Si je peux ajouter, dans l'idée des savoirs ouverts, je pense qu'il y a l'idée du remix aussi, de l'appropriation, de le faire évoluer, parce que dans un milieu, ça va avoir une résonance différente, ça va être un contexte différent, puis à partir de d'autres expériences, ce savoir-là va continuer d'évoluer. Donc, il y a cette idée-là aussi d'actualisation des connaissances, je pense. Comment on fait pour élargir le spectre de ce qui serait possible d'inclure dans le savoir ouvert? Je pense qu'il y a plusieurs dimensions à cette question-là. Il y a la posture. Là, donc, nous, on travaille beaucoup à sensibiliser puis transmettre des bonnes pratiques. Par exemple, on travaille depuis 1 an et demi avec les étudiants en environnement de l'Université de Sherbrooke. Oui. Eux, ils travaillent à toutes les sessions à faire des gros rapports pour, mettons, créer une politique d'économie circulaire pour la ville de Granby. Ouais. Puis là, depuis 20 ans que les étudiants ils font ce genre de travaux-là, qui servent un instant, puis ensuite c'est tabletté. Mais la réalité, c'est qu'une politique d'économie circulaire de la ville de Granby, elle pourrait être utile à toutes les autres villes de cette taille-là au Québec. Donc là, on accompagne les étudiants. C'est quand même une ville type, là, Granby, là, Ouais, 45, 50, 60. C'est pas toutes les villes. C'est sûr que chaque milieu a ses propres caractéristiques, mais si la ville de Drummondville avait accès à la politique de la ville de Granby, elle pourrait aller beaucoup plus vite pour créer sa politique d'économie circulaire. Là, on travaille avec l'université et les étudiants pour créer une base de connaissances ouverte de ce type de connaissances-là. C'est des choses très, très concrètes. Puis là, on a déjà des centaines de contenus en libre accès que d'autres villes à travers le Québec utilisent. Fait que ça, c'est un exemple super concret tout à fait. qui n'a pas demandé plus de travail à quiconque. C'est juste une autre posture à adopter. C'est vraiment un paradigme Ouais. à changer. Ouais. Est-ce qu'il y a des résistances? Là, je vais me tourner vers Joël parce que tu es dans le milieu municipal. Ben, des élus, c'est une chose, peut-être, de moins en moins en général, je dirais, dans la société. On le voit qu'il y a de plus en plus d'ouverture, justement, pour ça. Les élus rajeunissent. Aussi. Faut quand même le dire, là, mais ça... dans le monde municipal, c'est sûr. Mais je pense que les gens, premièrement, voient la valeur ajoutée, la pertinence de faire circuler les connaissances. Je dirais plutôt que des fois, il y a des obstacles. On manque de temps, on manque de ressources, on manque de capacité, on manque d'occasion. On est aussi dans un contexte de surabondance d'informations, de connaissances. Fait qu'il faut être capable aussi de trouver Oui, c'est ça, d'organisation, de trouver les bonnes connaissances, d'édition des savoirs. Et on pourrait dire la même chose de la collaboration. On travaille beaucoup, nous autres aussi, sur le volet de collaboration. Même chose, il manque des fois de temps, de ressources. Mais les gens voient de plus en plus, puis on a des enjeux qui appellent à ça, l'importance de collaborer, par exemple, disons qu'on prend l'habitation ou l'alimentation, qui sont des enjeux majeurs présentement au Québec. Ben c'est multifactoriel, c'est multisectoriel, c'est tout le monde, c'est à toutes les échelles aussi. Alors, on est face à des enjeux où les gens voient qu'on est obligé de travailler ensemble. C'est sûr que ce changement de culture-là, il va être long. Là. On ne change pas comment une société fonctionne, comment on est formaté de travailler aussi comme professionnel rapidement. Mais nous, on travaille avec quand même plusieurs secteurs à travers le Québec, puis on sent qu'il y a de l'appétit pour ça. Je pense qu'on est rendu à une étape. Là, on vient de traverser 20 ans de mouvement des données ouvertes, là, où là, les organisations, les gouvernements sont de plus en plus à l'aise à l'idée de partager des données. Mais on dirait que la prochaine étape, c'est les connaissances. C'est plus intangible. Parce qu'en fait, comment on les rend? Comment on les consigne?
les données, on les consigne dans des bases de données. Oui, voilà. Les connaissances, on les consigne dans des bases de connaissances. Okay. Entre autres, mais pas uniquement. C'est ça qui rend ça plus délicat parce qu'il y a des connaissances tacites. Et ça peut être aussi de créer des moments de partage de savoir informel comme des communautés de pratique, des événements. Mais disons, d'un point de vue large échelle, là, comme société, on pourrait imaginer un système de mise en commun des connaissances qui sont documentées, celles qui sont consignées dans des bases de connaissances en réseau. Puis c'est nos collègues Véronique et Frédéric pourront partager ce volet-là. Tout à fait. Parce que ça reste quand même abstrait, tout ça. Ouais. Vous avez les deux mains dedans. Moi qui est un grand fan de trad, qui a fait des projets aussi avec ce projet-là de balado avec le Conseil des arts vivants, c'est aussi une préoccupation qui est grande de préserver le patrimoine vivant. Est-ce qu'on peut inclure ça? En fait, comment on l'inclut dans une posture de savoir-faire? Quand on parle de savoir pratique, nous, c'est une façon d'englober. C'est très englobant, là. C'est les savoirs, mettons, des bonnes pratiques qui émergent d'un travail d'un professionnel ou d'un travailleuse dans son milieu. À travers l'expérience, on peut développer des méthodes, des apprentissages, des réflexions. Pour nous, tout ça rentre dans le grand chapeau là, des savoirs pratiques. Puis on veut un peu redonner des lettres de noblesse au savoir pratique expérientiel, la transmission orale, parce qu'on vit tant mieux, là, on vit dans une société qui met beaucoup de l'avant les savoirs scientifiques, puis on veut pas... et technologiques aussi. Et technologiques, mais on doit aussi prendre soin de nos savoirs pratiques. Et il y a beaucoup de connaissances et de richesses à ces savoirs-là dans la société. Donc demain, l'événement, la journée de savoir ouvert, c'est comme un événement où on amène les gens à réfléchir à comment améliorer la circulation des savoirs dans la société. Mais en soi, c'est un événement de partage de savoir sur les savoirs. C'est très méta. C'est très méta, on aime ça. Le milieu de la recherche universitaire, parce que là, vous dites, en fait, c'est une catégorie de savoir. Eux, comment ils vous perçoivent? Ben, on travaille beaucoup avec le milieu de la recherche, nous aussi. Puis autant c'est intéressant sur le terrain de s'inspirer des connaissances plus académiques, autant la recherche a besoin de s'alimenter de ce qui se passe sur le terrain aussi. D'ailleurs, on vient de terminer un projet de recherche super intéressant sur l'état de l'écosystème, si on veut, là, de la transition, toute la transition écologique, le mouvement environnemental au Québec et tout ça. Puis ça, c'est un projet qu'on a fait avec l'Université du Québec en Outaouais, puis le réseau écologiste, le regroupement des groupes écologistes du Québec, le RQGE, je m'excuse. Et donc, pour mieux comprendre un peu qui travaille présentement sur ces enjeux-là, sont où les enjeux, les freins, les verrous, sont où les opportunités de collaboration, où est-ce que ça accroche, comment est-ce qu'on peut se projeter ensemble, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que tout le monde se parle un peu plus facilement. Puis ça, c'est intéressant pour tout le monde. C'est intéressant pour les groupes sur le terrain. C'est intéressant du côté de la recherche pour mieux comprendre ça aussi, être capable de l'analyser. C'est important pour orienter les actions de collaboration ensuite et tout. Alors, ben, c'est un exemple, je pense, où... Puis je sens aussi qu'il y a une génération présentement de jeunes chercheurs, chercheuses. Là, on dit tout de suite, on fait pas d'argisme. D'ailleurs, il y a un atelier demain qui va parler de ça, de l'argisme, entre autres. Mais c'est sûr que ça fait du bien. Oui, une génération ou un mouvement, en tout cas, tu sais, il y a des jeunes qui sont cons, là. Puis d'avoir d'avoir des cycles courts aussi, tu sais, de faire en sorte que ça soit utile, la recherche, au fur et à mesure qu'elle se fait. Oui, tout à fait. Vincent, vous portez un chandail « Brisons le paradigme du document ». Oui, ça fait écho à ce qu'on disait tantôt sur on est dans une société où on est quand même pris, puis des fois on le réalise pas, dans un certain paradigme sur comment on produit et on diffuse et on encapsule la connaissance. Puis c'est un peu une boutade. C'est une boutade parce qu'on est... En coton ouaté, parce que c'est tellement devenu la norme qu'on le réalise pas, mais quand on crée une connaissance, on va généralement créer un document PDF. C'est vrai, oui, c'est vrai. En fait, où on commence par Pages ou autre chose, oui, c'est ça. Puis on l'envoie PDF. C'est comme si la finalité, c'était le document PDF qui va ensuite circuler dans des courriels, puis peut-être être mis dans le bas d'une page web que quelqu'un un jour va découvrir. Mais pour nous, il faut qu'on soit plus intentionnel dans
comment on formate la connaissance. Ouais. Puis on n'a rien contre les fichiers PDF, ça a sa place dans la société, bien sûr. Mais souvent les PDF vont mourir dans un dossier Drive quelque part. C'est vrai. Alors que la connaissance qui est inscrite dans ces documents-là peut parfois avoir une durée de vie plus longue. Et donc, l'approche que nous, on essaie de faire connaître, c'est de aussi atomiser la connaissance, donc d'extraire les éléments de connaissance qui sont utiles en soi pour les rendre disponibles et les mettre en relation avec un univers de savoir partagé. Vous avez créé 2 plateformes numériques, Passerelle et Praxis. Parce que c'est ça, là, je suis sûr que les gens nous écoutent, ils disent « OK, tout ça est bien beau, mais concrètement, là, comment ça prend vie, tout ça? » Ouais, ben concrètement, tu sais, dans les actions que, par exemple, de notre côté, on pose, puis qui sont complémentaires avec ce que d'autres personnes font, c'est beaucoup de l'accompagnement, du soutien, des cohortes, tu sais, de coacher des communautés de pratique, par exemple, dans l'animation, la mobilisation, la mise en place des projets, travailler sur les écosystèmes et tout. Alors ça, c'est un volet important de ce qu'on fait, mais l'autre chose aussi, c'est d'avoir les bons outils, d'avoir les bonnes infrastructures pour le faire. Puis, des fois, la meilleure solution n'est pas nécessairement un groupe Facebook, tu sais, pour collaborer, pour être dans un environnement éthique aussi, se reconnaître, là, tu sais, puis pour avoir un endroit de dépôt de connaissances où justement on est capable après ça de bien repérer les informations. Fait que nous, on travaille là-dessus depuis déjà longtemps, là, 2016, puis même plus longtemps que ça avant, il y a eu d'autres initiatives, mais ça a donné lieu là aujourd'hui à 2 plateformes, on appelle ça les plateformes en commun. Passerelle, qui est plus un espace de collaboration pour des communautés de pratique ou autres types de communautés, messagerie instantanée, groupe de discussion, etc. Et Praxis, qui est un espace pour déposer des connaissances, des savoirs ouverts, c'est des notes, c'est des carnets de notes, c'est catégorisé. Il y a des bases de connaissances maintenant qui sont en train de se créer autour de ça. Les 2 plateformes se parlent, puis pour nous, c'est important d'y aller dans une logique open source. C'est un logiciel québécois qui est développé en logiciel libre, qui est soutenu par une communauté. C'est un commun numérique avec une gouvernance ouverte. C'est pas le projet c'est pas notre projet, c'est un projet du milieu. Il y a une 3e plateforme qui s'en vient aussi, Babillard, pour des annonces des événements, parce que c'est des besoins qu'on a, puis plusieurs ont ces besoins-là, puis je pense que c'est important qu'on vise une certaine peut-être souveraineté numérique au Québec aussi, qu'on soit capable d'avoir des infrastructures qui nous ressemblent, qui soient adaptées aux besoins qu'on a. Là. Ça fait partie mettons, un gouvernement nationaliste là, pourrait avoir cet objectif-là. On envoie le message, on est en recherche de financement toujours. La balado. Comment la balado pourrait s'insérer? Là, on fait un cas de figure parce que je veux vraiment que les gens comprennent à la maison, et moi aussi en même temps. Comment la balado pourrait embrasser cette posture de savoir ouvert? Bonne question. Déjà, j'ai l'impression que la balado a cette posture-là jusqu'à un certain point. La balado, moi, je le vois comme un espace de partage d'idées, de réflexion sur la place publique. On est dans l'esprit de l'accès au savoir. Les gens m'écrivent, des fois ils m'orientent vers des lectures qui vont déboucher sur un épisode dans un mois. Des fois, c'est des invités directement qui viennent des auditeurs et des auditrices. Fait que ça aussi, dans le fond, il y a un côté... Peut-être qu'il pourrait exister la communauté de la balado. J'en parle souvent de la communauté. Mais oui, mais c'est ça. Donc, elle pourrait exister quelque part autre qu'une page Facebook. Exactement. Avec des algorithmes de marde. Éthique québécoise. Et je répète, avec des algorithmes de marde. En plus, oui. Oui, OK. Puis, ce qui pourrait aussi exister, c'est une base de connaissances, à voir si ça amènerait trop de travail, mais ça pourrait être intéressant pour vos auditeurs d'avoir accès à toutes les archives, mais aussi pas juste les fichiers MP3, non. mais aussi les notes de chaque épisode. Les plans d'entrevue. Exactement. Ah, mais quand même, OK. C'est quand même intrusif. Non, mais... C'est sûr que de faire le pari du partage de l'ouverture, on perd une certaine partie du contrôle, mais en même temps, c'est vous qui décidez ce que vous voulez partager. Bien sûr, oui.
J'ai envie de dire aussi, c'est intéressant la balado parce que, en fait, je pense qu'il faut être capable de reconnaître puis de valoriser plusieurs types de savoirs. On parlait tantôt des savoirs académiques puis des savoirs pratiques. Les savoirs pratiques, il y en a de toutes sortes. Il y a toutes sortes de manières de le rendre aussi. Puis je pense qu'il faut rendre hommage notamment, par exemple, à la tradition orale, au récit. Ben oui. Donc, je pense qu'il faut être capable aussi de permettre ces différentes formes-là. Ouais. Hey, merci, messieurs. Vincent Chapdelaine, Joël Nadeau. Je pense qu'on n'a pas besoin de briser le paradigme de la balado. Non. Je suis sur le bon chemin. Merci. On peut se tromper. Oui, ça fera partie des savoirs ouverts. Ben oui. Et de la praxis. Je commence à comprendre un peu plus c'est bon. ce que je fais ici. Véronique Larose, Frédéric Dubé, bonjour. Bonjour. Salut. On va rentrer un peu plus dans le concret. Véronique, tu as étudié en travail social? Ouais. En études féministes? Et en études féministes, ouais. Vous avez travaillé dans le milieu communautaire. Et là, dans le projet collectif, vous êtes éditrice? Je suis éditrice de Savoir ouvert. C'est mon rôle. Ouais. Voilà. Frédéric Dubé? Oui. Parlez-nous de vous. Écoutez, moi, je suis une touche à tout. Je suis éditrice, mais ça fait pas longtemps, là. Je viens de sauter les 2 pieds dans le bateau. Avant ça, j'étais plus du côté animation de communauté de pratique. En fait, vous étiez destiné à être ici. En fait, ça fait 20 ans. Là. Avant que je sois chez Projet Collectif, j'ai toujours fait de l'édition de savoir ouvert au transfert de connaissances, ou appelons ça comme on veut, là, mais j'ai toujours touché à ça. Vous avez fait un mémoire de maîtrise sur l'écriture collaborative poétique en réseau? Oui, à l'époque, on disait des forums de discussion. Ah! Oui, avec 3 poètes québécois. OK. Ouais. Et vous avez vous avez fait de la recherche universitaire en art hyper médiatique? Oui, en fait, j'étais... J'apprends des choses aujourd'hui. Hyper médiatique, c'est un long mot, mais c'est juste pour dire de l'art interdisciplinaire qui intègre le numérique. Mais non, vous êtes éditrice des savoirs ouverts. Oui. Bon, tantôt, on a parlé avec Vincent et Joël. On va voir si je vais valider ce que j'ai compris. Je vais vous la poser, la question, pour être sûr qu'on comprenne bien. Les savoirs ouverts. OK. Pour vous, comment vous le définissez? Moi, en tout cas, c'est un peu rebelle, comment je vais dire ça. Pour moi, un savoir ouvert, c'est un savoir rebelle. C'est un savoir qui circule, c'est un savoir vivant, qui est perfectible. C'est un peu punk. Oui, moi, j'irais même à dire anticapitaliste. OK. Puis, dans le fond, c'est dans l'idée de décloisonner les savoirs. On est vraiment là pour ouvrir. C'est partageable, c'est gratuit. Est-ce que c'est un obstacle? Quand on parle plus de savoir ouvert, c'est que là, on est peut-être surtout dans les types de licences. Ouais. Tu sais, donc là, on sort, on va une coche au-dessus. Ouais, c'est ça. Puis là, on rentre dans des licences Creative Commons ou de libre de droit. Est-ce que c'est quelque chose, c'est une sensibilité qui est très présente dans le savoir ouvert, cette idée d'un autre modèle économique? Je pense quand même oui. Ouais. Ouais. Ben, c'est aussi une autre vision peut-être de la société et des savoirs aussi. C'est l'idée de partage, de mise en commun, etc. qui est derrière et non de marchandisation. Mais par contre, dans le milieu universitaire, c'est de plus en plus présent aussi. Il y a des revues qui, aujourd'hui, doivent mettre leur contenu en accès libre après 1 an, par exemple. Donc, c'est pas nécessairement un mouvement qui est externe au milieu universitaire non plus. Ouais. C'est des mouvances qui se parlent, même dans le milieu universitaire médical, par exemple. Ouais. En fait, ça vient de là, la mouvance des savoirs ouverts universitaires, parce qu'on se rendait compte qu'en n'ayant pas accès au processus de recherche, il y avait des erreurs qui étaient publiées finalement à l'issue des processus. Donc, il y a toute cette idée dans le milieu universitaire d'ouvrir les processus de rédaction puis de révision des articles, etc. Donc, c'est pas nécessairement perméable à un milieu ou à un autre, cette question-là. Mais je pense dans la posture où on l'aborde aujourd'hui, c'est vraiment l'idée de rendre des savoirs accessibles au plus grand nombre, d'éviter de recommencer aussi la roue, des gens qui travaillent dans le même secteur, mais dans différents milieux, de pouvoir repartir de ce que d'autres ont fait. Quand on y pense, il y a une perte
énergétique collective. Cette idée de perte énergétique, Oui. là, je ne dis pas ça en termes de rentabilité, mais l'idée que deux personnes qui travaillent dans un même milieu peuvent créer le même outil sans savoir que l'autre travaillait sur cet outil-là, par exemple. Ouais, c'est ça. Donc, l'idée de le mettre en commun, ben, c'est justement de pouvoir repartir de ce qui était fait ailleurs, d'assurer une certaine continuité. Mais moi, je vois le savoir ouvert vraiment comme une pratique sociale. OK. Tu sais, c'est l'idée de volontairement diffuser ou préparer des savoirs pour qu'ils servent à d'autres personnes, pour qu'ils soient utiles pour la société. Donc, pour moi, c'est une pratique. C'est pas tant un objet qu'on peut toucher. Ah, un savoir ouvert, c'est telle chose, mais c'est plus quelque chose qu'on fait. On se dit, ah, moi, je veux le partager parce que je pense que ça peut être utile à d'autres personnes. C'est une pratique qui est située aussi. On partage certaines choses, on en garde d'autres. Donc, toute notre posture sociale, historique de ce qui est un bon savoir à partager, etc., vient avec ça. Tu sais, par exemple, on peut partager des savoirs pour qu'ils soient utiles, pour rendre des connaissances accessibles à différents publics. Donc, tu sais, démocratiser certaines connaissances, mais on peut aussi vouloir favoriser la collaboration, améliorer des processus. On va le partager, ça va aider notre milieu, visibiliser des expériences, par exemple, témoigner de certaines expériences, les rendre visibles. Ce qu'on voit souvent dans notre travail d'édition, c'est permettre la réutilisation d'outils, de données d'apprentissage, d'expérimentation. Donc, mettre en commun des outils, des choses qui servent quotidiennement à des gens, pouvoir les partager pour que d'autres puissent s'en servir. Qui a eu la brillante idée, il faut faire des coupes, puis là, on va couper leur discours. Dans le bibliothèque. Le conseil d'arrondissement. On va couper leur discours. Là, j'ai pas eu besoin je suis intervenue. J'ai écrit une analyse. Concrètement, là, comme éditrice, en quoi consiste votre travail? Moi, j'aimais ça tantôt, Véronique, quand tu disais accompagner. Mais tu sais, moi, j'ai souvent l'impression que j'encourage les personnes à sortir leur savoir de leur tête. Puis quand les personnes sont prêtes à les faire sortir, ces savoirs-là, je les accompagne dans cette sortie-là. Donc, je les aide à structurer leur pensée, leur savoir, à y faire de l'ordre, à trouver là où les bons médiums pour exprimer ces savoirs-là, réfléchir avec la personne. Ces savoirs-là s'adressent à qui? Ça, c'est super important. Donc, c'est vraiment un rôle d'accompagnement, là. C'est sûr qu'au niveau de l'écriture ou de la rédaction, ben, il y a toute cette façon différente d'écrire qu'on veut publier, éditer ou rédiger un savoir qui va être destiné à un public ouvert. Tu sais, quand on pense à savoir ouvert, souvent, on pense à diffusion ouverte. Mais quand on n'est pas éditrice de savoir ouvert pour rien, dans le sens que c'est pas parce qu'un savoir est mis en libre accès sur Internet qui est nécessairement utile, compréhensible pour tout le monde. Tu sais, on développe beaucoup, quand on est formé à l'université, par exemple, beaucoup de gens qu'on accompagne, qu'ils soient dans les milieux communautaires ou autres, ont une formation universitaire. On développe un certain habitus de rédaction. Ouais. Puis il y a toutes d'autres façons d'écrire qui font partie de notre travail d'accompagner les gens dans une écriture plus claire, comment écrire de façon accessible, comment vulgariser des concepts. Donc, il y a tout ce travail-là pour rendre le contenu réellement ouvert. Puis pour moi, dans le travail d'accompagnement, il y a aussi la question de l'autoréflexion sur nos pratiques. Okay. D'où vient notre façon d'écrire, tu sais, quel savoir on valorise, par exemple. Qu'est-ce que j'ai mis en valeur, moi, dans ce que j'ai écrit? Est-ce que j'utilise toujours les mêmes références? Est-ce qu'il y a d'autres savoirs qui pourraient être pris en compte dans ce que j'écris? De voir quelle voix on peut amplifier dans un contenu, par exemple. Parce qu'il y a vraiment comme, tu sais, quelque chose qui est particulier, c'est nous, on crée pas le contenu. Non, c'est ça. C'est ça, on n'est pas des rédacteurs, des rédactrices. Vous êtes des passeuses. C'est ça, exactement. Fait que, tu sais, c'est comme tout le temps l'art d'aller... tu mettais empathie, puis j'aimais beaucoup ça, parce qu'il faut vraiment être en connexion avec la personne qu'on accompagne pour s'adapter à son schéma, à son schéma de pensée, puis évoluer là-dedans. Moi, je trouve que c'est beaucoup une job aussi de coach, mais tu sais, de coach réciproque, parce que tu sais, il y a pas de hiérarchie là-dedans, là. C'est qui vous contacte? En fait, il y a beaucoup de personnes d'organismes sans but lucratif, mais on accompagne aussi, par exemple, la Ville de Montréal sur certains projets. Beaucoup des gens des milieux culturels, des organismes communautaires, des gens en innovation sociale. Puis je te dirais que les raisons peuvent être assez variables. Ça peut autant être on a envie de faire connaître ce qu'on fait,
on a développé des connaissances puis on a envie qu'elles servent à d'autres. Tu sais, moi, je dirais, tu sais, aussi, il faut avoir en tête qu'il y a beaucoup de milieux maintenant, parce que là, on parle quand même d'organismes qui reçoivent des sous du public. Ouais. Il y a beaucoup d'organismes subventionnaires que c'est maintenant dans les critères. Ah ouais. Oui. Ils l'exigent. Oui. Mais c'est bien. Ben oui. Oui. C'est même essentiel. Donc, tu sais, ces gens-là prennent conscience de... Puis ça, c'est quand même le fruit de plusieurs années de militantisme, ou en tout cas d'action. Est-ce que le modèle coopératif québécois, qui a quand même des assises, ça fait longtemps, là? Ben, c'est des valeurs similaires, c'est certain, mais je ne sais pas si ça a un impact direct. Parce que pour moi, c'est un mouvement... Oui, c'est un mouvement qui est même... transnational, là, dans le sens que ça prend des racines un peu partout. Mais c'est sûr que ça se rejoint, tu sais, c'est de mettre nos efforts ensemble, de partager des outils, de partager pouvoir aussi, tu sais, à quelque part. Là, on parle de savoir, mais c'est sûr qu'il y a cet enjeu-là aussi derrière, tu sais. Comment il s'articule cet enjeu-là de pouvoir? Ben pour moi, si on articule la question de savoir ouvert et de pouvoir, on sait que dans la société, il y a certains savoirs qui sont plus valorisés, plus considérés comme vrais, valides et qui vont davantage circuler ou être pris en compte. Puis pour moi, tout le mouvement des savoirs ouverts ou cette idée d'ouvrir ces savoirs, ben c'est pour rendre visible et donner de la voix aussi à d'autres formes de savoir, sans dire que certains savoirs valent plus que d'autres et tout ça, mais c'est de permettre de les mettre en dialogue aussi, de faire entendre différents points de vue sur un même objet, par exemple. Je pense que c'est complexe, cette question de pouvoir-là, mais on ne peut pas passer à côté du fait qu'il y a une certaine hiérarchie reliée au savoir, aux voix qu'on va valoriser et entendre. Je pense que ça vient vraiment appuyer ce que tu disais tantôt, Véronique, de décloisonner puis d'aller vers des savoirs qui sont rarement partagés. Bon, en me préparant pour enregistrer ce segment-là avec vous, j'ai vu que oui, vous utilisez des bases de données, mais vous utilisez aussi des bases de connaissances. Ah oui. Veux-tu commencer? Parce que toi, il y a une base de connaissances qui est sortie, là, ça va être plus crunchy. Oui. Ben, par exemple, une base de connaissances, en fait, juste pour mettre la table aussi, ben, c'est un espace dans le cadre des bases de connaissances que nous, on édite pour le moment. Ça peut être des savoirs qui sont rassemblés avec une intention autour d'une thématique, d'une organisation, d'un territoire, par exemple. Donc, ça peut être pensé à différentes échelles, finalement. Un exemple de base de connaissances, par exemple, il y a le programme à la Ville de Montréal qui s'appelle Montréal en commun. Montréal a gagné, je pense, c'est en 2018, le concours des villes intelligentes. On a reçu un financement pour expérimenter des solutions en transition, en lien avec la thématique de la transition socio-écologique. Il y a eu une foule d'initiatives qui ont été mises en place par des organisations distinctes. Beaucoup d'acteurs, beaucoup d'actrices autour d'un même projet. Puis le travail d'édition qu'on a fait en partenariat avec d'autres organisations, ça a été d'accompagner les personnes à rendre compte de leurs apprentissages autour des expérimentations qu'ils ont fait. Donc, on ne parle pas d'une reddition de compte de ce qui a été fait, calculé, mais vraiment plus de voir qu'est-ce qu'ils ont appris, puis qu'est-ce qui pourrait être utile à d'autres personnes qui voudraient mettre en place les mêmes initiatives. Les gens écrivaient eux-mêmes, mais on a édité les contenus de ces expérimentations-là. Le but étant que ce qui était expérimenté puisse être visible, puis que d'autres personnes qui voudraient expérimenter des choses similaires puissent s'inspirer de ce qui a été fait, mais aussi des apprentissages qui en ont tiré. Donc ça, c'est un exemple de base de connaissances. Puis là, il y en a un autre aussi sur le projet ARTIA. Oui, il est difficile à prononcer. En fait, c'est ARIA. IA, intelligence artificielle. C'est ça. C'est un gros projet structurant pour le milieu culturel et artistique. Parce que dans le fond, la posture, c'est, on s'est dit, on n'a pas le choix d'entrer, de sauter dans le train. Tout à fait. Donc, il y a plusieurs acteurs, actrices dans ce projet-là, je dirais proche d'une 60aine de personnes qui se penchent sur les enjeux, sur la création, comment on crée avec l'IA, les impacts de tout ça, sur les organismes culturels. Bien sûr. Hein? C'est sûr que ça l'impact. Et sur les communs. Est-ce qu'on peut penser à des communs en intelligence artificielle pour le milieu culturel? C'est vraiment intéressant parce que Vincent, tantôt, parlait d'une posture. Mais c'est aussi tout le temps dans une posture critique et le plus possible aussi de voir les bons côtés, les mauvais côtés, d'être neutre. Ou l'opportunité de le faire. Mais également, d'être certain à
discussion parlementaire. Vos conseils pour des organisations, des centres de recherche, des gens qui voudraient adopter cette posture? Moi, je pense que c'est le premier conseil, ouverture d'esprit. Ouais. Intéressez-vous à des choses qui sortent de votre zone de confort. La collaboration et le partage de savoir, c'est plus payant collectivement que d'agir en solo et que de travailler en silo. Ouais. Donc ça. Une autre chose aussi que je dirais, c'est pour des organismes à but non lucratif, les institutions publiques, les gouvernements, les centres de recherche, il n'y a aucune raison d'adopter une posture protectionniste des savoirs. Ouais. Ces savoirs-là sont créés grâce à des fonds publics, donc s'il C'est vous vrai. plaît, les rendre accessibles et ouverts. Puis là, mon conseil, crée une note dans Praxis, partage-la à ton entourage. Tu vas voir, c'est gratifiant. C'est valorisant de partager son savoir. Puis Ça, on a... Praxis, c'est la plateforme. Là. C'est la plateforme où Fait que tout le monde peut y aller. Là. Je pourrais y aller. Là. tu peux te créer un compte tout de suite si tu veux. Là, je vais attendre de Tu peux finir créer une l'entrevue. note. OK. Ouais. Ouais, moi, j'en ai parlé un peu tantôt, mais pour toute personne qui s'intéresse à partager ses savoirs d'une façon plus large ou en accès libre, moi, j'invite les gens à penser l'ouverture des savoirs de façon plus large que la diffusion. Ouais. C'est l'idée de... Pour moi, on rédige, on édite différemment des savoirs si on les souhaite ouverts. Donc, c'est d'avoir en tête, puis peut-être de s'informer, de se former même sur toute la question de l'accessibilité des contenus, adopter des pratiques de rédaction qui permettent au savoir d'être accessible. On parle de vulgarisation, mais quand on se met à creuser aussi, il y a aussi toute la prise en compte des outils d'aide à la lecture, par exemple, comment on va écrire, comment ça va être lu par des outils d'aide à la lecture, Ouais. La vulgarisation, le niveau de langue, etc. Mais je pense que c'est des pratiques qu'on doit expérimenter si on veut publier ces savoirs de façon ouverte. Puis j'aimerais finir, moi, par un enjeu de temps et de ressources. Ouais. J'invite les gens à se réserver du temps, un petit temps, pour la rédaction de savoir, etc. C'est souvent dans un contexte de précarité des ressources dans les milieux. C'est souvent, la documentation, le partage des savoirs passe souvent en second plan. Puis c'est sûr que c'est un enjeu systémique et structurel. On veut plus de financement, tout le monde, pour les organismes communautaires. Ouais. Mais je trouve que sur le long terme, documenter permet de garder la mémoire d'une organisation, la mémoire de ce qui est là, puis d'assurer une continuité. Donc, il y a quand même cette idée aussi de se réserver, de se bloquer des moments aussi dans l'horaire pour écrire, parce que sinon, c'est clairement la dernière chose qui... Puis j'imagine, vu que c'est une posture, de commencer à réfléchir, à transmettre son savoir, ça influence après ça sa pratique, Ben oui. puisqu'on va la partager. C'est sûr. Oui, puis ça influence aussi, plus on écrit sur sa pratique, plus on a le réflexe Voilà. d'écrire sur sa pratique C'est ça, aussi. c'est ça, c'est Ouais. ça. Il Oui. faut qu'on dise que le 5 décembre Oui, qu'est-ce qui se à passe? midi, Oui, le 5 décembre à midi, c'est le webinaire pour le lancement des bases de connaissances, le service d'édition Donc- des bases de connaissances. donc tout le monde peut y participer? Oui, tout simplement d'aller sur le site web projetcollectif.ca et vous allez trouver les informations pour vous inscrire au Ouais. webinaire. Hey, merci, Véronique Larose, Frédéric Dubé, merci. Merci. Merci, Fred. On Tuesday, Minister Sakaria was in Etobicoke talking about our focus on getting drivers moving faster by bringing sanity back to bike lane decisions. It isn't enough to keep an eye on future bike lanes. Thank you. We need to and will remove and replace existing bike lanes on primary roads that are bringing traffic in our cities to an absolute standstill. Des applaudissements polis. Godfrey Larando! Coucou! Êtes-vous en colère? Ben, oui, ça m'a fait réagir. Là, quand on j'ai vient entendu d'entendre ça. Doug Ford, Douglas. Oui. l'idole de François Legault. Mhm. Ils ont décidé d'enlever des pistes cyclables pour faire un peu une guerre au vélo. C'est en fait de la législation provinciale qui dans le fond, qui proposait que les villes
doivent, à partir de maintenant, obtenir une autorisation provinciale pour aller de l'avant pour des projets de pistes cyclables. Et Doug Donc, Ford, les villes ontariennes sont des créatures du provincial, un peu comme ici. ben, en tout cas, pour ce qui est Transport. des initiatives qui ont trait à développer davantage le réseau cyclable, serait soumise à un veto finalement provincial. Et là, Doug Ford s'est dit, oui, mais là, c'est pas suffisant, ça. Il faudrait être capable de démanteler des pistes. Et là, on l'imagine là, en train de pointer un boulevard à 6 voies, mettons, où on a enlevé une voie de chaque bord pour des pistes cyclables. Et évidemment que ça doit être assez nouveau. Il doit y avoir peu de cyclistes. Et dans les voies qui restent, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a du trafic monstre. Et là, on est capable de dire de la même façon qu'on pointe le soleil qui se lève à l'est, se couche à l'ouest, puis là, on fait, ben là, c'est sûr qu'il tourne autour de la Terre. Il faut retomber sur nos deux pattes. Il faut arrêter d'être comme des spécialistes de tout. Bon, ben, de la même façon qu'un autre politicien va dire le trafic, c'est l'enfer à Québec. Oui. Donc, j'avais choisi cet extrait-là, Fred, à cause de l'espèce d'emprise du gros bon sens qui peut faire partie de la vie, mais qui ne devrait pas être un moteur de décision importante pour des villes comme Toronto, qui sont, d'ailleurs, je l'ai appris en écoutant un balado, celui de CBC qui s'appelle Front Burner. Oui. Donc, cet épisode-là était du 23 et répondait un peu à la question lancée par... C'est pas une question, mais à l'affirmation lancée par Doug Ford. Est-ce que les pistes cyclables sont vraiment la cause des grands bouchons de circulation à Toronto? Et voilà. On dirait que je pense que non. Et là, attention, il ne faut pas oublier une chose, c'est que cette loi-là, elle était annoncée depuis quelque temps. Puis quand elle a été déposée, les journalistes ont épluché le projet de loi pour se rendre compte qu'en plus, la province va donner du financement, va aider les villes financièrement pour enlever. Parce qu'au début, c'était juste de permettre aux villes d'enlever des pistes cyclables. Et là, en plus, ils vont les aider financièrement. Parce que la planète brûle, il faut absolument moins de vélos pour aider au réchauffement climatique, puis pour pas que de nouvelles voitures s'ajoutent. Parce que, évidemment, il n'y a aucune étude qui démontre que quand tu rajoutes des routes, il y a des chars qui s'ajoutent. Ça n'existe pas, ça. Non. Évidemment, c'est d'ironie ici, les amis, vous le savez. Et donc... je suis tellement fâché, là. Écoute, moi, j'ai vu ça, puis je me disais, OK, j'en parlerai sans doute pas, parce que c'est tellement évident, mais à chaque fois qu'il y a un... Godefroy m'a dit avant l'épisode... Hey, finalement, on n'en parlera pas. Je suis trop écœuré de parler de vélo. Faut en parler! Oui, mais c'est parce que j'ai pas envie de... Tu sais, quand on force, quand on appuie trop sur un sujet, des fois, on finit par tanner le monde. Mais c'est ma carrière, ça. C'est vrai, c'est vrai. Carrière qui continue de se développer et de surprendre. Est-ce qu'elle se développe? Je ne sais pas, mais elle surprend. Non, je fais le blague. Cela dit, il faut en parler parce que là, Valérie Plante vient d'annoncer qu'elle va quitter la politique. Hier. Bon, qui va la remplacer, on ne sait pas. Il paraît que Vincent Marissal, ça l'intéresse. Ça ne m'étonne pas. Il ne doit pas trouver ça assez intéressant d'être juste un député d'un parti déclinant. Mais ça va peut-être percoler cette idée-là au Québec parce qu'on sait que François Legault voue un culte à l'Ontario. C'est la province qu'on doit rejoindre. Et je ne serais pas étonné qu'éventuellement, là, ils nous sortent quelque chose, sans dire on va enlever des pistes cyclables, mais faudrait se poser des questions. Hein. Les pistes cyclables, c'est-tu si bon que ça? Se poser des questions, Fred, je suis d'accord. Oui. Et après ça, pour y répondre, l'idée, c'est pas d'aller se mettre le nez devant une autoroute qui vient d'être transformée puis de porter un jugement. C'est d'étudier des projets de recherche, des gens qui commencent à accumuler des données, comparés avec des villes qui ont fait des gros moves, comme par exemple, dans le podcast dont je vous parlais du 23 octobre de Front Burner, il y avait... une spécialiste qui parlait entre autres de Londres et qui disait que à Londres, dans les années 80, on a fait un choix audacieux qui était de tarifer la circulation dans les endroits vraiment denses, tout en doublant l'offre de transport collectif, ce qu'on ne fait pas ici. On parle aussi d'ailleurs de Paris, où j'étais cet été. Je ne suis pas un grand voyageur, mais là, je suis allé à Paris cet été et je m'attendais à voir une ville quadrillée de voitures. Et c'est pas du tout ce que j'ai vu. Moi, ce que j'ai vu, et c'est peut-être à cause des Olympiques, il y avait encore moins de voitures que d'habitude, mais j'ai vu un nombre de cyclistes effarant et des piétons, et un système de métro et d'autobus qui est absolument fantastique. Et ce que tu apprends quand tu lis un peu sur le sujet du transport collectif, c'est que les villes sérieuses n'ont pas un projet à la fois de ligne, puis tant qu'elle ne se réalise pas, on attend.
puis quand elle se réalise, après ça, on arrête. Toutes les grandes villes ont des projets d'expansion de leur réseau c'est et ça. c'est Sur plusieurs permanent. années. C'est permanent. C'est ça. Alors que Montréal, c'est pas du tout ce qu'on voit. Et évidemment, ailleurs au Québec, c'est encore pire. Oui. Mais il y avait un petit mot donc de la spécialiste de Frontburner que je t'avais amené un deuxième extrait donc pour qui parlait de Londres. On l'écoute. For a congestion charge to be really effective, you have to have a series of other options in the urban landscape. So, congestion charges were first introduced in London, England, by a conservative government, by the way, because it's a conservative principle, right? It's a principle of pricing. And on the same day that the congestion charge was rolled out, the fleet of buses was doubled. And an amazing thing happened. Overnight, people got out of their cars and onto buses. And London, England, as you see it today, is a fundamentally different place than it was 20 Et il y years a une ago. seule façon de faire ça, c'est que ça prend du courage politique. Parce que c'est des idées qui sont souvent basées sur la science, sur l'urbanisme, mais qui sont impopulaires parce que ça change la vie des gens. Ça prend du guts pour le faire. Et ça me rappelle Victoriaville quand on est allé 2 fois. Les spécialistes à qui on parlait nous le disaient. Ici au Québec, on met du transport collectif, mais on y pense pas trop. On regarde si ça fonctionne pas, c'est mal adapté, puis là on dit les gens veulent pas. Puis tu sais, je reviens sur ce que vous avez dit au début, l'idée qu'on doit fermer une piste cyclable parce qu'il n'y a pas de cyclistes, si on gardait cette idée-là pour les routes, probablement que 75 à 80% des rues seraient fermées parce qu'elles sont désertes la plupart du temps, les petites rues dans bien des villes, puis jamais personne émet cette idée-là. Mais les pistes cyclables, on dirait qu'il faut qu'il y ait toujours du monde, sinon c'est pas bon. On a tellement de chemin à faire, c'est décourageant. Mais il y a quand même des villes qui donnent l'exemple ailleurs. Oui. Et donc, c'est pas... Alors, ça donne le goût d'aller s'installer ailleurs. C'est pas perdu. D'ailleurs, j'ai vu une pancarte devant chez vous. Ah oui! Il y avait un beau décor de l'Halloween qui implique... Peut-être. On en reparlera. D'accord. Je vais lancer un appel à la communauté, peut-être. Ah oui? Oui. Mais ça va être quoi votre sujet, gars? Ben Fred, ça sera pas ça, je là. me suis un peu épuisé avec le projet de loi 69. Ouais. Et là, il n'était pas question de remettre autant de temps là-dessus. Mais je suis resté porté par ce sujet-là. Ouais. Et je me demandais, vous, de votre côté, qu'est-ce qui vous est resté de cette chronique que j'avais faite? Quand on parle du PL 69, qu'est-ce qui vous est resté comme... 2 choses. Vas-y, allez-y donc. À part ma candeur et... Oui, 3 choses. Ouais. Qu'il y a une mauvaise planification de nos politiciens par rapport à... En fait, l'énergie est un bonbon que les politiciens... En fait, un jouet que les politiciens utilisent sans trop avoir une idée du moyen et du long terme. Pierrot Fitzgibbon est en amour. Ça, j'ai retenu ça. D'ailleurs, Michel David en a parlé dans sa chronique cette semaine pour dire qu'on se demande si c'est vraiment ça la raison de son départ ou Nordvolt qui est en train... On a lu les mêmes choses. Mon Dieu, que ça sent pas bon, Nordvolt. À chaque fois, je pense à vous, vous allez à un moment donné. Ben, on va attendre. Mais sinon, je dirais que c'est surtout ça. Toujours la même chose, empilement des projets, pas de vision globale et un espèce d'écran de fumée que la décarbonation, c'est vraiment le mot qu'on utilise pour amadouer les gens, mais que c'est pas ça du tout. Non, c'est du développement économique à la pièce et qui se décide dans des bureaux fermés parce que le degré si on veut, d'autonomie qui est laissé au ministre de l'Énergie est absolument renversant. Et là, c'est une madame qu'on a nommée. Oui. Et souvent, c'est pour éteindre des feux qui s'en viennent, probablement. J'ai hâte de voir ça, mais on verra. Moi, ce que j'ai retenu, Fred, et ce qui m'est resté beaucoup en tête, c'est ce fameux signal de prix. Oui. Cette histoire qu'au Québec, on en a déjà parlé ici, on est des grands gaspilleurs d'électricité et que pour modifier nos comportements, il va falloir quelque part qu'on commence à payer plus cher le kilowattheure, tout en comprenant maintenant qu'il y a aussi il y a beaucoup de gens au Québec qui n'ont aucune marge de manœuvre énergétique. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que tout le monde puisse faire sa part en ce sens-là, mais... Les Monster House de Brossard. Exactement. Et le Royal Mount. Toutes des choses qui doivent dépenser pas mal d'électricité. Non, eux autres sont lead, il paraît. Ouais, j'en doute pas vrai. J'en doute. Il y a un toit vert. OK. Le Royal Mount, ça reste une aberration municipale. Oui. Parce que Montréal, la ville de Montréal... avait rien à dire parce que c'était sur le territoire de Ville-Mont-Royal. Il y avait des taxes. Oui. Ils l'ont dit un petit peu, ils l'ont répété d'ailleurs. Et ce faisant, on vient d'ajouter une tension... sur le réseau routier. Routier, exactement. De Montréal. De l'Est du Canada. Ouais, c'est un endroit où les gens sont obligés de passer. Le coin 15-40. Bref, partez-moi pas sur le Royal Mount, j'en parlerai plus jamais.
Jamais. OK? Mais par contre, je suis tombé, en payant mon compte d'hydro, Oui. sur quelque chose d'intéressant qui a un lien avec ce fameux signal de prix. Mhm. Je me suis toujours posé la question, est-ce que moi, je pourrais contribuer à abaisser la consommation à la pointe? Parce que De la province. de toute la province. Parce Oui. que tout petit geste, tu sais, quand je prends mon vélo pour aller travailler, le fait de ne pas avoir d'auto, on peut toujours dire, ben, c'est ridicule. Ça représente rien en soi, mais si tout le monde fait son petit bout, on est nombreux. Et là, j'ai découvert que si vous avez l'habitude d'aller payer votre compte d'hydro, Oui. en allant sur le site d'Hydro-Québec pour voir votre facture, vous pouvez aussi, en vous branchant, en vous connectant au compte, à votre compte de client Oui. d'Hydro-Québec, vous pouvez aller voir juste la facture, mais vous pouvez aussi aller errer un peu, et là, vous allez tomber sur l'onglet consommation. Ah. Et ça, j'en ai parlé à des gens autour de moi qui m'ont dit, je savais que ça existait, mais pas à ce point-là. Et là, ce que j'ai trouvé, c'est qu'on peut aller cliquer sur l'onglet consommation, et là, il y a tout un univers qui Ben voyons. s'ouvre. Et là, vous pouvez remplir des informations au sujet de votre habitation. Donc, OK. combien de chambres vous avez, combien de personnes habitent là, avez-vous une piscine, avez-vous un spa, êtes-vous dans un immeuble en rangée, Ouais. avez-vous un voisin en haut, chauffez-vous à l'électricité, chauffez-vous au gaz, avez-vous un chauffe-eau électrique. Bref, on fait un portrait rapide de ce que pourrait représenter votre maisonnée. Et ensuite, vous avez accès à quelque chose de fantastique qui est où est-ce que vous vous classez par rapport aux autres maisonnées du même type. Ah, ouais. Et là, pour ceux qui seraient hésitants à donner à la balado de Fred Savard, qui se demandent si Oui. c'est un bon projet, Oui, là, ils vont être heureux de savoir que vous et moi, on n'a pas de voiture, de 1, c'est vrai. donc ce qui est une caution verte en soi. Tout à fait. Et là, vous pouvez apprendre qu'un des chroniqueurs, celui qui se spécialise en énergie, Oui. humblement pour vous, consomme 59% moins que la maisonnée équivalente à la mienne en moyenne. Ah. Est-ce que ça vous donne pas de goût de soutenir ce projet financièrement? D'Hydro-Québec ou de la balado de De la Fred balade de Savard? Fred Savard, bien sûr. Oui. Je pense qu'on peut dire qu'on est ESG. Oui, probablement. Hein? On a sûrement un bon coefficient. Bon, on sait ce que ça vaut, ça veut dire, En fait, grâce à votre chronique. Oui. Bon. Alors, je vais donner un coefficient EFG 8. 8. Sur combien, on ne sait pas. Ben bref, donc, c'est intéressant. avez-vous déjà fait ça? Ben non! Fait que vous pourriez Parce le que faire. moi, je reçois mes factures. En fait, je reçois une facture par courriel. Ouais. Moi, j'ai pas les paiements Égaux. égaux. Ouais. Je paye. Fait que l'hiver, ça coûte très cher. Alors, Mhm. parce que où j'habite, c'est une passoire. Fait que vous avez une idée, D'où l'intérêt de déménager éventuellement. vous avez une vague idée de quand est-ce qu'est votre grande consommation, Oui. puis c'est lié, Mais j'ai- c'est lié au chauffage. C'est ça. Fait que moi, dans le fond, oui, je suis à gauche, mais le réchauffement climatique, c'est sûr qu'éventuellement, ça va faire baisser ma facture. Ouais, Fait que je suis un peu divisé. vous êtes tiraillé. Mais je roule en vélo, j'ai pas de voiture. Ah, on vient de me dire que notre coefficient vient de passer à 7,3. Il faut faire Ben- attention à ce qu'on dit, Fred. Tout ça pour dire que. Et je paye la facture sur la page de ma banque, mais je devrais aller donc. Ben, en fait, évidemment, il faut payer sur la page de votre banque, Oui, mais oui. pour avoir l'information dont je vous parle, il faut vous connecter Oui, à c'est votre ça. profil. Parce que il existe mon profil. Alors, si vous avez un petit côté geek comme moi, chers auditeurs, Oui. allez voir. Ben, je vais y aller. Moi, je vais y aller certain. Puis Peut-être là- même avant la fin de votre chronique. Et là, allez voir. Après ça, vous pouvez voir la consommation hier et par heure. OK. Fait que là, on peut voir Wow. que quand vous n'êtes pas là et qu'il n'y a pas de chauffage comme chez nous, moi, j'ai pas de chauffage. Ouais. Fait que chez nous, c'est simple. On arrive à 6 heures le soir, puis là, poup, on voit la pointe. Ouais. Je suis capable de voir si ma fille a pris sa douche, parce que ouais. c'est la seule qui prend sa douche le soir. Si je fais une brassée de lavage en plein après-midi, puis que la sécheuse part, je sais, je note maintenant. Je note ce que j'ai fait électriquement parlant. Ouais, c'est intéressant. C'est super intéressant parce que, Fred, si vous avez suivi mes fabuleuses chroniques, Ben, non vous seulement savez j'y suis, j'y monte. et vous les payez, Oui. le vocabulaire des gens d'affaires et Oui. des gens agiles vont vous dire que tout ce qui se mesure s'améliore. Oui. Et donc, si vous êtes conscient de votre consommation et non, parce que c'est une boîte noire, c'est-à-dire je consomme, je sais pas trop ce que je consomme, je reçois une bill une facture qui est pas chère Puis je la compare avec l'année précédente. et je paye de façon générale. C'est ça. Mais si je suis capable d'aller de façon granulaire, tu sais, Oui, voir oui, à quelle heure je consomme, avant même de rentrer dans un programme, parce que Hydro-Québec vous propose des programmes où vous vous engagez à faire certaines actions en échange de rabais. Et donc là, on est déjà en mode gestion de la pointe. Et si vous avez envie d'être un petit peu en avant de la parade, Ouais. allez voir, allez lire Ben, là-dessus. je vais y aller certain. Et là, vous allez même tomber dans une section recommandations. Ah. Et là, pour moi, les algorithmes hydro-québécois avaient proposé 26 recommandations. 26! 20, c'est beaucoup. Oui. Et là, je me suis dit, ouais, ça, c'est sûrement pas un humain au bout de la ligne là, qui a regardé mon dossier en faisant, je vais aller suggérer telle chose. Je suis allé en voir une. Et là,
Juste ça, ça a été super intéressant. Je découvre une technologie que je ne connaissais pas. Et là, chers auditeurs, je vous partage mon Mais émerveillement. c'est donc bien le fun. C'est fou. Et Ouais. tout ça avec un site web. Oui. Qui l'eût cru? Une sécheuse, c'est un peu une aberration sur le plan de l'énergie. Tout ce qui bouffe, qui génère de la chaleur, Ouais. c'est ça qui coûte cher. OK? Grille-pain, chauffe-eau, micro-ondes, sécheuse. La sécheuse, c'est un double pourri. Parce que quand on fait chauffer l'intérieur de notre sécheuse, Ouais. l'air, pour pas que l'air soit humide, il est chassé de la sécheuse. Ah, ouais. Et là, ce que on ça peut fait, pas c'est le que- réutiliser. non, l'air chaud est perdu. Et ce que ça fait, c'est que ça fait un appel d'air dans votre maison. Et là, si votre maison est scellée à 100%, vos tympans vont imploser. Ah, ouais. Et donc, évidemment, la maison n'est pas scellée, mais aussitôt qu'il y a de l'air qui sort par une ventilation de sécheuse ou de hotte de poêle, dites-vous, il y a la quantité d'air équivalente qui rentre par tous les trous de votre maison. Eh là là. Alors, une sécheuse, boy. c'est un gaspillage d'énergie, Ouais. mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Il existe, Fred, une sécheuse à pompe à chaleur. Pardon? Combien? Combien? 1800 $. Ah bon, c'est pas Donc, super. c'est plus cher. Oui, mais Et bon. je vous épargne la technologie, Ouais, mais il n'y a ouais. plus de tuyaux. Mais là, l'autre solution, c'est d'étendre. Oui, tout à fait. Ce qu'on fait ici. ce que je Il y a fais juste aussi. mon garçon, Oui, avec mes sous-vêtements les plus importants, hein, les plus beaux. Ceux-là, je les sèche pas. les montrables. Ceux qui sont déjà... non, on arrête ça. Non, non, mais attends, petite parenthèse, sous-vêtements. Oui. Quand j'enregistre avec des invités, Mhm. on le faisait souvent en bas, Vous checkez vos sous-vêtements? dans le Luxus Studio, mais là, je trouve que vu qu'on filme des extraits, je le fais en haut. Mais mon amoureuse me demandait toujours qui vient aujourd'hui Ah, pour enlever ses sous-vêtements incroyable. qui croisaient le passage des invités vers les Luxus Studios de la balado. Mais là, Eh bien, on- ça fait longtemps que je viens ici, Fred, et jamais je n'en ai vu. ben, c'est parce qu'elle est vraiment sa coche. OK, félicitations. Ouais. Je suis impressionné. Fait que c'est ça étendre. Oui, mais ça, je suis au courant. Mais Fred, il y a des choses qu'il faut sécher. Une brassée de Drag Queen, c'est Oui. un peu dur à étendre. Oui. Sécheuse à pompe à chaleur, Ouais. plus cher, ça économiserait 60% de l'électricité. Le séchage Quand même. prend un peu plus de temps, 25% plus de temps. Et là, évidemment, vous connaissez mon désir de recherche. Oui. J'ai appelé un de mes amis qui vend des électroménagers, mais surtout qui les voyons. répare. OK? Donc, lui, quand il y a une nouvelle technologie qui sort, après quelques années, il peut me dire non, ça casse tout de suite. Et il m'a dit je sais que ça existe, mais j'en ai jamais vu. Donc, OK? Donc, c'est quelque chose de tout nouveau. bon signe. Ah, OK. Tout nouveau. Ou ça brise pas. Ça veut dire que je suis pas juste épais puis je connaissais pas ça. Ça veut dire que c'est assez nouveau pour que même mon vendeur de sécheuse soit pas au courant. Mais il m'a dit oublie ça, Godefroy, au Québec, ça marchera jamais, ça lèvera pas. Pourquoi? Ben, voyons donc, ça va te prendre genre 60 ans à rentabiliser ton investissement. Ah, ouais. Pourquoi? Puis là, il me dit ça comme ça. Ben là, on est au Québec ici, l'électricité est gratis. Ah, ouais. Et là, la boucle est bouclée, Fred, avec le fameux signal de Je prix. pensais que c'est parce qu'on n'était pas un pays. Les Peut-être. gens ont de la difficulté à se projeter Hmm. dans le futur, qui sera musulman, si on se fie à l'actualité cette semaine. Cela dit, il y a une autre solution. Il y a une autre solution, God. Oui. Sécher Mhm. à la température de l'air. On n'est pas obligé de chauffer. On n'est pas obligé de mettre de l'air chaud dans une sécheuse. C'est plus long, Ouais. mais ça se fait. Ça se fait. Et si vous êtes chanceux, vous allez oublier votre brassée semi-séchée. Oui, c'est et ça. elle aura ce petit parfum d'économie. Puis là, on dira après, plus jamais. Fait que si votre curiosité est piquée, allez voir. Ah, ben, je vais parce y que aller. j'ai découvert un nouvel électroménager. Imaginez. Ben oui. Ça arrive pas souvent, ça. Non. Puis à Hein? nos âges, c'est rendu ça qui nous intéresse. Absolument. C'est le piquant, le sel de la vie. Oui, c'est des électroménagers qu'on connaissait pas. Parce que le micro-ondes, ça commence à dater Oui. un petit bout de temps. Et voilà, Hydro-Québec Wow! vous propose de jouer un peu avec votre consommation et d'aller vous informer sur où est votre pointe. Ouais, ouais. Et je vous mets au défi d'aller faire. Moi, j'ai eu un certain plaisir et j'ai parlé aux gens autour de moi qui m'ont dit oh, j'ai déjà ouvert un profil, mais cette consommation-là, par heure, vraiment, c'est nouveau. Allez voir ça. Intéressant. Est-ce que vous connaissez, Fred, le village d'Opichiwan? Non. Donc, c'est une communauté à Tikamek. Les gens Atikamekw, là-bas Ah oui. disent Obedjwan. Ah oui, oui, oui. Ben oui. OK. Fait que ça, vous connaissez. Ben oui. Bon, ben moi, je connaissais pas. Mais il me semble qu'on était là à la TUC, qu'on était à côté. Ben, c'est ce qui est drôle, c'est que là, pour quelle raison je vous parle de Où ça? j'avais une invitée qui venait de Bijuan. C'est sans doute ça, parce Oui. que justement, quand on lit sur Obedjwan, et là, la question, c'est pourquoi je vous parle de ça? Oui. Il y a un article qui a attiré mon attention au début du mois d'octobre et qui est allé rejoindre mon grand scrapbook de la balado Ah oui. en me disant si jamais j'ai le temps, j'en parle. C'est peut-être intéressant, ça ne l'est peut-être pas. Peut-être que les gens vont être tannés d'entendre parler d'électricité, mais évidemment, quand je suis retourné dans ce scrapbook, ça m'a sauté dans le visage. C'était trop intéressant. Donc, c'est une communauté en bordure du réservoir Gouin.
Donc, c'est pas mal loin de la Tuque. Non, ouais, tout à fait. OK? Non, c'est pas là, non. Mais c'est dans l'agglomération de la Tuque. OK. Ah, bon. Donc, c'est dans la Haute-Mauricie. OK. Et c'est un village de 2000 personnes, une communauté, donc à Tikamek. Il y a un conseil de bande qui est là-bas. Et il y a un employeur principal qui est le conseil de bande. Il y en a un autre qui est la scierie. OK. Donc, la scierie d'Opichuan. Et cette scierie-là est, en gros, propriété de la communauté. Donc, c'est intéressant. Oui. Et cette communauté-là, de 2000 personnes, qui compte cette scierie, qui génère une vie économique tout de même, malgré que ce soit très loin d'ici, elles sont alimentées depuis les années 80 par d'immenses génératrices au diesel. Ah, ouais. C'est pas relié au réseau Là, électrique. OK. OK? Et là, ça devient un peu intéressant parce qu'en lisant là-dessus, parce que là, l'idée, là, c'est qu'il y a un projet qui a abouti. OK? Et c'est de ça dont je vous parle. Et ça a été repris dans la presse, dans Le Devoir et sur le site de Je lis plus le journal, je suis pas au courant, Radio-Canada. je suis content que vous Je suis là pour vous, Fred. Ouais. Ce village-là, cette région-là, a été, dans son histoire, inondée et a dû se déplacer 2 fois. Ah, ouais. Première étape, ça c'est longtemps avant le virage hydroélectrique du Québec, c'est pour assurer une bonne capacité de drave dans la Saint-Maurice. Ah, ouais. On avait instauré un contrôle du débit de l'eau et ça fait monter l'eau dans le réservoir. Donc, première inondation, la communauté doit se déplacer dans les années 1900, au début des années 1900. Et ensuite, suite à d'autres travaux de barrage, sans doute pour de l'hydroélectricité cette fois-là, l'eau a encore monté et la communauté a encore dû déménager. Et il y a un jugement qui a été rendu en 2016 et qui témoignait du fait que ça a été un traumatisme total pour cette communauté-là, qu'il y a eu des Autochtones qui sont morts, empoisonnés par l'eau parce qu'il y avait tellement de carcasses d'animaux et de végétation qui ont pourri dans les réservoirs qu'il y a des gens qui sont intoxiqués. Et l'ironie complète, c'est que malgré ça, c'est un village qui n'a jamais été relié par des fils au fameux réseau qui les a inondés. Ah, ouais. OK? Ils font partie des endroits où l'électricité n'est pas fiable. C'est fou. Alors ça, c'est juste une petite goutte dans cette histoire-là. Il n'y a pas de racisme systémique au Québec, on le répète. C'est ce que j'ai entendu à la télévision quand j'écoutais la télé dans le temps. Donc, Fred, cette électricité qui est en ce moment là-bas, qui fournit la Syrie, elle n'est pas fiable parce que, puis j'ai lu des rapports qui datent de 2014, de développement de ce fameux projet mystérieux là, dont je vous parle. Et dans le fond, c'est que il y avait déjà des problèmes de fiabilité en 2014. Donc, c'est des génératrices qui sont en fin de vie, qui ont des pannes régulières, qui ne fournissent pas suffisamment d'électricité. Il y a un programme de débranchage volontaire, dans le fond. C'est que si jamais la pression électrique monte trop, la scierie doit débrancher tout simplement et arrêter toute sa production. Donc, économiquement, c'est pas bon. Et il y a eu une panne, il y en a eu beaucoup, mais il y en a une qui a été médiatisée en février 2024. La ville au complet a dû se rationner et on alimentait en électricité en alternance 2 zones de la ville. Il y a des écoles, il y a des écoles qui ont été fermées. Et depuis 2010, 2004, 2012, la communauté cherche une façon de s'alimenter de façon plus durable en électricité. Siècle. Voilà. Et là, je vous fais un petit portrait. OK? Et puis, oui, effectivement, je creuse un sujet un peu anecdotique, mais vraiment, c'est juste trop intéressant. On aurait pu faire une demi-heure sur Doug Ford et saigner des yeux. Oui. Et là, à la place, vous allez voir, on va avoir un beau sourire à la fin. Donc, il faut s'imaginer des vieilles génératrices. Ça, c'est gros comme des containers, en fait. Là. Et donc, ça ne fournit pas suffisamment d'électricité. Ça tombe en panne régulièrement et il faut les entretenir. Ça pollue. Donc, ça crée de la puanteur de diesel autour. Ça fait un vacarme aussi. Donc, la communauté là-bas est habituée d'entendre ce son-là, de sentir l'odeur, tout dépendant d'où vient le vent. La scierie, qui est le moteur économique de la région, elle a produit du bois qui est destiné au bois d'œuvre. Donc, faire des 2x4 en gros. Comme externalité, cette scierie-là produit des restants de bois, des copeaux de l'écorce, et selon son permis qu'elle a avec le ministère de l'Environnement, elle ne peut pas accumuler ces résidus autour et elle doit donc s'en débarrasser. Et il n'y a pas 50 000 façons de le faire. Elle prend ces copeaux-là et les met dans des camions et ils font à peu près 400 km vers l'Abitibi. Et là-bas, ils sont revalorisés, donc brûlés dans des usines qui produisent de l'électricité et de la chaleur. OK? Donc, après ça, ces fameuses génératrices au diesel fonctionnent avec du diesel qui ne pousse pas dans la forêt. Ça n'énerve pas le ministre de l'Environnement, mais les copeaux, oui. Ben, les copeaux, non, c'est pas mauvais que les copeaux soient déplacés. C'est juste un peu absurde qu'on doive faire 400 km pour valoriser des copeaux de bois, alors qu'on fait venir des camions de Montréal. On parlait, je pense, c'est 105 camions par mois de diesel.
de diesel. Oui. Et donc, on brûle du diesel et en plus, on brûle du diesel pour l'amener dans le nord. Ouais, non, c'est ça. OK? Ça n'a pas de sens. Mais non. Et là, en plus, le bois qui est vendu par la scierie, c'est un bois qui est comme n'importe quel bois qui est vert. Ouais. Et on ne peut pas le faire sécher. Parce que faire sécher, ça demande de la chaleur. De la chaleur, ça demande beaucoup d'électricité. Et il y en manque dans ce coin-là. Ah, ben non. Et donc, on exporte hors de la région du bois qui est très, très mouillé. Et donc, il est plus lourd. Ah, ouais. Et il coûte plus cher. Et donc, la scierie perd de l'argent à transporter du bois plus lourd. Et là, donc, c'est la situation et les rapports de projets que je lis de 2012-2013 parlent déjà de ce fameux projet. C'est quoi? C'est qu'on veut remplacer les 2 génératrices au diesel par une usine de cogénération, c'est-à-dire une usine qui va produire de la chaleur et cette chaleur-là va à la fois être utilisée en tant que chaleur pour faire différentes choses, mais sans la transformer. Et aussi, Genre des muffins. ou genre faire sécher du bois, mettons, Ah, ben oui, c'est vrai. et produire de l'électricité. Ouais. Mais on va faire ça avec quoi? Avec les fameuses écorces. Ah! OK? Donc Qui là, n'iront plus en qui Abitibi. n'iront plus en Abitibi et il n'y aura plus non plus ces camions qui vont venir non. de Montréal. Ce qu'on me dit, c'est que le projet commence. Oui. Donc là, on creuse. Ça va être, je pense qu'on va produire de l'électricité à partir de 2026, si je ne me trompe pas. Mais là, ce qui est vraiment, vraiment très, très intelligent, c'est il faut comprendre une chose. Pensez au projet pour lequel il y a eu, je crois que c'est le 2e plus gros bloc d'énergie d'allouer après Nordvolt, ce nouveau projet d'hydrogène vert. Oui. Bon, oui, c'est encore une fois, c'est une décision complètement obscure du ministre de l'Énergie. Puis on sait que ça marche bien, l'hydrogène vert. Fred, c'est pas fou. L'hydrogène vert, c'est intéressant. Oui. Mais si on lit un peu là-dessus, puis on en a déjà parlé Mais ici, oui, c'est ça. OK? C'est pas simple. Il faut réserver, parce que c'est très inefficace. Ouais. OK? Ce qui est, à chaque fois qu'on transforme l'énergie, donc, exemple, Est-ce que... la puissance d'une rivière, Oui. OK? Ça, c'est de l'énergie cinétique brute. Elle descend la côte. Si on la fait swinger dans une maison, il n'y a pas de gaspillage d'électricité. La maison se fait démolir. Sauf la petite maison blanche. C'est tellement beau. Mais si on la transforme en électricité, il faut la faire passer par une turbine et il y a un gaspillage d'énergie dans cette première transformation-là. Si ensuite on prend cette énergie-là, qui est maintenant électrique, puis on veut la transformer en vecteur comme l'hydrogène, il y a une autre transformation et une autre perte d'énergie qui est substantielle. 70 Oui, c'est quelque chose comme ça. 67. Oui, et c'est très, très... Donc, tout ce qu'on va réussir à électrifier directement, ça va toujours être mieux que l'hydrogène. Ben oui. Et là, dans ce cas-ci, on nous dit l'hydrogène vert va servir à faire de l'ammoniac vert. L'ammoniac vert, habituellement, il est produit à partir du réformage du méthane. Le méthane, c'est un gaz à effet de serre extrêmement puissant. Donc, c'est intéressant. Et ça va servir à quoi? À des explosifs miniers. Donc, c'est ce qu'on appelle des secteurs sans regret, c'est-à-dire... Sans regret? Oui, ça veut dire qu'on peut décider que oui, ça va être de l'hydrogène parce que on ne réussira jamais à électrifier les explosions dans les mines. OK? Mais, et là, j'ai lu ça nulle part, c'est que ça coûte cher faire de l'hydrogène vert et donc de l'ammoniac vert. Et là, on va le vendre à qui? Hein? Les mines, en ce moment, achètent ailleurs. Ils achètent vraiment pas cher de l'ammoniac produit à partir du méthane, avec une vieille technologie très inefficace, mais vraiment pas chère. À chaque fois, c'est un pari. Ben là, on donne un cadeau électrique, donc nos fameux tarifs extrêmement pas chers à cette compagnie-là. Et là, tout ce qu'on sait, c'est qu'elle va nous produire de l'hydrogène vert et de l'ammoniac vert, mais à un prix qui va sans doute intéresser personne. Et qui va payer la différence? Notre compte d'Hydro-Québec. Notre profil d'Hydro-Québec, on va aller voir. Ah! Et voilà. Et là, Fred, ça, c'est un immense projet. Et en parallèle à ça, vous avez ce petit projet qui a été poussé par une communauté de Premières Nations qui va être propriétaire de cette fameuse usine de cogénération. Et là, on a un système qui est... Écoute, c'est assez fantastique. On se débarrasse des vieilles... On ne s'en débarrasse pas. Les vieilles centrales vont rester en réserve si jamais il y a un bris ou quelque chose. Ils vont rouler autour de 15 %. Mais donc, la consommation de diesel va être beaucoup moindre. On arrête d'avoir tous ces camions de livraison qui vont dans les deux sens. Et en plus, ce que je vous disais, c'est qu'on va utiliser la chaleur, parce que quand on crée de l'électricité, on fait passer la chaleur sous forme de vapeur dans une turbine. La turbine crée de l'électricité, mais l'air chaud, il existe encore. Normalement, il sort par une cheminée. Allez voir n'importe quelle centrale thermique, allez aux Îles-de-la-Madeleine, il y a 5 grosses cheminées. L'air chaud sort par là. Mais là, l'air chaud
sans être transformé, il va être utilisé comme chaleur. Et c'est ce que je vous disais tantôt. On évite une transformation et là, on va faire sécher du bois, ce qui va permettre à la scierie de se développer davantage. D'avoir une meilleure rentabilité. Exactement. Et ce petit projet-là se passe à, je ne sais pas moi, 250 km de Latuc dans le nord. Et ça a pris 10 ans à mettre sur pied et beaucoup, beaucoup de travail, alors que dans un sombre bureau de ministre de l'Énergie, on a alloué un bloc d'énergie historique à une compagnie qui va faire de l'hydrogène vert pour décarboner les explosions dans les mines. Alors, je trouvais que les deux... Là, et là, je me suis dit, je ne sais pas, parce que j'ai parlé à des gens de Obidjouan. Oui, puis ça a bien connecté, je dirais. Et peut-être une visite éventuellement? Fred, ça me tente. Ben oui. J'ai une enregistreuse, je peux vous prêter mon enregistreuse. Ouais. Puis, je lance ça dans l'univers. Ben oui. J'aimerais ça aller voir la communauté là-bas. J'ai pas envie d'arriver là-bas avec ma gueule de blanc. Ah oui, bon, mais ça, oui. Et de simplement... De sauveur blanc. De tout à coup dire « je suis votre allié », mais cette idée-là de m'intéresser puis de dire au Québec, il existe un projet à Obidjouan qui est franchement intelligent et qui boucle la boucle énergétique comme rarement. Vous allez y aller avec humilité. Oui, absolument. Comme ce que je fais d'habitude. C'est vrai. À part ici à la balado où vraiment je torche. Hey God! C'est pas vrai! Ben oui. Non. Hey, merci. Merci Fred. C'était le fun, ça. 3 sujets, un petit coup de gueule au début. On l'a fait des fois. Des petites blagounettes. Oui. Vous savez que j'avais 2 autres sujets. Hein? Ah oui? On aurait pu faire 1 heure. Mais non, mais c'est pas vrai. C'était l'essentiel dont je voulais vraiment vous parler. Votre moitié de prochaine chronique est déjà faite? Oui, mais en même temps, je ne serais pas capable. Non, je sais, vous allez remettre ça dans le scrapbook. Cette passion de l'excellence va encore émerger. Si j'ai le temps maintenant que je suis très occupé à surveiller ma consommation électrique. C'est vrai. Hey, allez faire ça. Allez ouvrir votre compte. Je vais là. Oui. Hey, salut. Bye. Alors voilà ce qui conclut ce 7e épisode de la balado. J'espère que vous en savez plus sur les savoirs ouverts. Je vous avoue que pendant les segments, pendant les enregistrements, j'ai vraiment fait en sorte qu'on s'assure qu'on comprenne bien. Fait que peut-être qu'il y avait quelques redites, mais j'ai surtout été agréablement surpris par la richesse de cette réflexion-là, de cette posture-là, pour reprendre les mots de Vincent Chapdelaine. Alors voilà, je remercie donc Vincent, c'est lui qui m'a contacté, qui est un auditeur de la balado et qui, à partir des épisodes avec les champs de recherche sur la mobilisation des connaissances, voulait qu'on ajoute à notre réflexion cette idée de mobilisation des connaissances, des savoirs, en fait, qui est un petit peu plus ancrée dans dans l'idée de savoir citoyen qui est, oui, en collaboration avec les champs de recherche, mais à l'extérieur aussi. Alors, merci Vincent, merci à Joël Nadeau, que j'avais croisé à Sainte-Camille à l'époque où on était allé avec la balado. Merci à Véronique Langlois et Frédéric Dubé. Merci à God, bien sûr. C'était vraiment cool de retrouver ce type de chronique-là avec lui. Et on va terminer en musique. Ah oui, petit crédit musical. Les transitions que j'ai utilisées, l'espèce de musique techno, c'est tiré d'un album de Moyum qu'on écoutait beaucoup, moi et God, à l'époque, qui est un groupe ou un artiste électro-montréalais des années 90. Je pense pas que ça existe encore. Là. J'avoue que j'ai pas fait une recherche exhaustive, mais j'ai utilisé un début d'une de ses pièces pour faire les transitions, pour faire pour que ça sonne un peu vidéo corpo. Je trouve ça drôle. Voilà. Alors, et là, on va terminer en musique avec du Plume la Traverse. Pendant qu'on commençait la chronique de Godefroy avec cette nouvelle loi, cette nouvelle posture, on peut appeler ça comme ça, anti-vélo en Ontario, je pensais immédiatement à la chanson de Plume la Traverse, la piste cyclable. Bon, vous savez, je suis un grand fan de Plume. Je trouve qu'en général, l'œuvre de Plume a bien vieilli, mais cette chanson-là, de la piste cyclable, un peu moins. Et j'ai pensé à vous l'offrir donc en fin d'épisode parce que je trouve que, et c'est drôle, cette semaine, à RDI, dans une des nombreuses émissions où on demande l'opinion à des gens qui ont soit fait de la politique ou ont perdu leurs élections pour le Parti conservateur. Je salue Jacinthe Ève Harel pour faire, évidemment, essayer de remonter les codes d'écoute faméliques de RDI. Ils ont, bien sûr, abordé cette idée d'enlever des pistes cyclables et
il y en a qui sont pour. Malgré les preuves, puis là je vais dire même scientifiques, de l'impact positif d'accroître la participation des citoyens au transport actif. Et ça m'a fait penser à cette chanson de Plume la Traverse parce que, qui est tirée d'un album qui s'appelle D'un début à l'autre, qui était en 1987, qui est un album en deux parties. C'est un album double. La première partie, c'était des succès souvenirs et la deuxième partie, c'était des nouvelles chansons de Plume, dont La piste cyclable. Là, on est en 1987. Et vous vous rappelez, il y a quelques années, quelques saisons, avec Simon Jaudoin, on avait fait un grand épisode sur Plume la Traverse et il nous racontait que quand la piste cyclable sur Rachel a été construite dans les années 80, milieu 80, il est allé à une assemblée de la ville de Montréal pour se plaindre en chantant cette chanson-là, La piste cyclable. On parle de 1987 et quand j'entends des gens sur un réseau public comme RDI trouver que c'est peut-être pas une si mauvaise idée, ça m'indique que collectivement, là, on va pas vers l'avant. Puis là, je suis pas un militant du vélo, mais pour vrai, recommencer à se demander, à discuter si c'est une bonne chose, les pistes cyclables, je trouve ça vraiment débile et je trouve que c'est un retour en arrière en 1987. Voilà, on se laisse avec Plume la Traverse. Bonne semaine tout le monde. Un cycliste dans la rue, j'ai toujours le goût d'y botter le cul. Et cet état est imputable au trajet de la piste cyclable. J'ai 2 bicycles, je ne les sors plus. Depuis que le CEP passe sur ma rue, de plus je deviens irritable. C'est la faute à la piste cyclable. J'ai 2 autos, je ne les sors plus. Depuis que les poteaux clôturent ma rue, le parking lot est lamentable. Puis l'avènement de la piste cyclable. Moi j'aime mieux me profiler à l'ombre, pousser en ligne comme des cocombes. En plus que ça doit-tu être plate de suivre une paire d'omoplates. Il aurait pu la faire passer dessus. Par le métro ou bien par les égouts. La marche à pied est discutable. Depuis qu'elle croise la piste cyclable, tu chauffes ton char machinalement. Tu te fais couper par un pistot cyclant qui voit même pas combien tu te sens coupable. Et puis que t'haïs la piste cyclable. La sainte famille sur la piste, c'est le rush des cyclotouristes. Ça flag de tous les côtés de la rue, le dos courbé comme des bossus. Même les enfants ne peuvent plus jouer. Les vieux matous risquent de se faire écraser. Les chaises roulantes sentent bien moins stables quand elles traversent la piste cyclable. Les magasins et leurs camions ne peuvent plus faire de livraison. La vie devient impraticable à cause de la maudite piste cyclable. La seule façon de la recycler, c'est après l'avoir dépistée. Allez tous heureux en sifflant, vous calissez dans le Saint-Laurent, plouf,